Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est dimanche 26 avril 2026 et je suis là pour parler en gros de ce qui se passe avec le conflit au Moyen-Orient. Mais avant d'en venir là, hier soir, il y avait le dîner des correspondants de la Maison-Blanche et on a appris qu'un homme avait réussi, d'une manière ou d'une autre, à franchir les dispositifs de sécurité, à entrer sur place et à tenter quelque chose. Je ne sais pas ce qu'il voulait faire, mais il a quand même réussi à passer les couches de sécurité de l'hôtel Washington Hilton. Comment est-ce possible? Je pense que c'est la question de base en ce moment à propos de ce qui s'est passé hier soir. Et pour l'instant, on n'a encore rien appris de la Maison-Blanche. So far, we haven't learned anything from the White House. Donald Trump was asked later on. He was asked who was. Plus tard, on a posé la question à Donald Trump. On lui a demandé qui était-ce. Il a répondu qu'on allait le découvrir. Mais dans les premières heures, on a appris que l'homme avait été tué, ou qu'ils avaient tiré sur lui. Mais en fait, non. Il semble que cet homme soit actuellement en garde à vue. Ils l'ont arrêté. Et je ne sais pas si on obtiendra quoi que ce soit de lui, parce qu'il a un long passé lié à Donald Trump et à ce genre de tentative d'assassinat. Et voici l'un des témoins de l'événement d'hier soir, de ce qui s'est passé. Voilà ce qu'elle en a dit. Pour moi, vers ce Barim. Et il y avait aussi un agent de sécurité là-bas. Enfin, je crois que personne ne savait vraiment ce qu'il faisait. Il fallait juste essayer. À quoi est-ce qu'il ressemblait? Je même sûr quoi est ça là. Et qu'est-ce qui vous a fait penser que c'était lui, le tireur? Comment vous le savez? Je l'ai vu assembler l'arme et commencer à roleplay. Oh mon Dieu! Oui, enfin, il a tout rassemblé et il s'est mis à courir vers les escaliers pour descendre jusqu'à la salle de réception. Qui a-t-il visé et dans quelle direction a-t-il tiré? Et qu'est-ce qu'il a tiré, exactement? Je ne sais pas ce qu'il a tiré. On aurait dit qu'il tirait un peu partout. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le type qui est arrivé, est-ce qu'il savait ce qu'il faisait ou pas du tout? Est-ce qu'il était préparé à ça? On dirait, je ne sais pas trop comment appeler ça, mais ça ressemble un peu à une opération sous faux drapeau. Est-ce que ça pourrait être ça? Parce que Donald Trump, on lui a demandé si l'Iran était derrière tout ça. Il a dit qu'il ne pensait pas que l'Iran soit impliqué. Mais il a ajouté qu'il y avait encore des enquêtes en cours. Ils vont finir par savoir. Mais est-ce qu'on a su, pour le premier tireur, celui qui a été tué avant l'élection de Donald Trump? Là, ce serait la troisième fois que quelqu'un essaie de... Enfin, si on part du principe que cette fois, il voulait assassiner Donald Trump, ce serait la troisième tentative. Qu'est-ce qu'on sait des autres types? Rien du tout. Franchement, ils ne publient rien sur les tentatives d'assassinat, ni sur la façon dont ils ont essayé de tuer Donald Trump. On ne sait absolument rien. Et ce qui est fou, c'est que c'est le gouvernement, enfin, c'est l'administration Trump qui fait ça. Ce n'est pas juste un président démocrate. Ce n'est pas Joe Biden, ni quelqu'un comme Joe Biden. C'est Donald Trump et son administration. Ce sont eux les responsables. Et ils doivent informer les gens. Si ce type voulait l'assassiner, c'est qui ce type? Qui le soutient? Moi, je pense vraiment que c'est une opération totalement montée de toutes pièces. Le gars est arrivé, il a commencé à tirer, je ne sais pas, un peu partout, et il ne savait même pas ce qu'il faisait. Et ça va donner quelque chose comme... Au mieux, ils vont rejeter la faute sur Cuba, sur l'Iran, ou sur quelqu'un d'autre, comme Donald Trump aime le dire. Un gauchiste dérangé est arrivé, il voulait m'assassiner. C'est ce genre d'histoire qu'ils vont finir par raconter, à mon avis, et on n'apprendra rien de plus. Comme on l'a vu dans l'affaire Charlie Kirk, vous vous souvenez de ce qui s'est passé dans l'affaire Charlie Kirk? L'homme, avec Tyler Robinson, a été arrêté plus tard, après l'assassinat. Ils ont saisi un fusil et ont dit qu'ils s'en étaient servis pour tuer. On a eu plusieurs podcasts ici
où vous savez, Larry Johnson a longuement parlé de ce qui s'était passé ce jour-là. Extensively talking about what has happened during that day, and he mentioned each and every evidence. Et il a mentionné chaque élément de preuve montrant que non, l'image ne correspond tout simplement pas à la réalité. Et la même chose peut se produire en ce moment. Ils ne vont donner aucune information qui pourrait convaincre l'opinion publique. Qui était ce type? Et quel était son objectif principal avec cette attaque? Je ne sais même pas s'il en avait un. D'après les dernières nouvelles sur Donald Trump, il publie sur Truth Social en soulignant que sa grande et magnifique salle de bal est en train d'être préparée. Donc, c'est une énorme machine de propagande pour la nouvelle structure qu'il est en train de construire. Ça pourrait très bien être ça aussi. Parce que franchement, quand on regarde ce qui se passe avec cette administration, rien n'a de sens. Et en sortant un peu de cette propagande, enfin, je ne dirais pas du marketing politique, mais en revenant à la réalité de ce qui se passe au Moyen-Orient, je pense que ce qui s'est passé hier avec le ministre iranien des Affaires étrangères est assez révélateur. Hier, il a annoncé qu'il allait se rendre à Islamabad, puis à Moscou, et plus tard encore à Moscou, parce qu'il a déclaré que leurs voisins étaient leur priorité. Donc, ils vont aller au Pakistan, parce que le Pakistan leur a transmis un message venant des États-Unis, dans le cadre des derniers échanges entre l'Iran et les États-Unis, via le gouvernement pakistanais. L'Iran a donc préparé une lettre, tout a été mis par écrit. Vous vous souvenez la dernière fois, J.D. Vance parlait justement de ces gens qui préparaient de nouveaux documents. These guys are preparing new documents. They're using ChatGPT and Ils utilisent ChatGPT, et c'est à ce niveau-là que se situe la communication entre l'Iran et les États-Unis. C'est pour ça que l'Iran essaie de faire les choses le plus sérieusement possible. Préparer un document bien rédigé, tout mettre par écrit, le remettre à Islamabad, puis l'envoyer aux États-Unis pour éviter toute confusion. Et ce même jour, Donald Trump a annoncé qu'il allait envoyer Jared Kushner, accompagné de Steve Witkoff, à Islamabad. Quelques heures plus tard, il a confirmé qu'il comptait les envoyer, et on a vu Caroline Levitt déclarer qu'ils étaient en train de se préparer à partir pour Islamabad, que tout était prêt pour eux. Mais du côté iranien, la réponse a été claire. Non, nous ne sommes pas prêts. And Iranians said, no, we're not prepared. We're not going to negotiate with the United States because Nous n'allons pas négocier avec les États-Unis parce que les conditions préalables ou les conditions préliminaires ne sont plus réunies. Les États-Unis ne sont pas prêts. Nous n'avons reçu aucun signe de leur part montrant qu'ils étaient disposés à négocier de bonne foi. C'est exactement l'expérience que les Iraniens ont eue lors du premier cycle de négociations directes avec la délégation iranienne à Islamabad. Et aujourd'hui, quand on regarde les médias iraniens, ils se demandent tous à quoi bon négocier avec les États-Unis? Pourquoi devrions-nous négocier avec eux? Quel est l'objectif au fond? Est-ce le programme nucléaire iranien, l'enrichissement de l'uranium? L'Iran a le droit d'enrichir de l'uranium dans le cadre du traité de non-prolifération. Et personne ne peut retirer ce droit au peuple iranien. C'est comme ça qu'on parle en ce moment en Iran. Et le détroit d'Ormuz, c'est fini. Les États-Unis ne vont pas pouvoir faire pression sur l'Iran pour obtenir une concession, pour qu'il renonce au détroit d'Ormuz. Et on le sait depuis la première série de négociations. Les États-Unis ont essayé de dire à l'Iran « Vous voulez contrôler le détroit d'Ormuz? Partageons-le. Oubliez le gouvernement omanais. Oubliez Oman. Nous serons votre partenaire dans le détroit d'Ormuz. » L'Iran a répondu « Non, ça n'arrivera pas. Ce n'est pas votre région. Le détroit d'Ormuz appartient aux pays qui sont dans la région. » The Strait of Hormuz belongs to the countries who are in the region. Basically, I'm talking about Iran and Oman, not other even. En gros, je parle de l'Iran et d'Oman, pas des autres pays du Golfe. Et c'est ça, l'état d'esprit des Iraniens, leur façon de penser. Alors, quel serait le résultat si Jared Kushner et Steve Witkoff allaient à Islamabad? Rien du tout. Ça n'a aucun sens. Pourquoi ces deux types? Pour les Iraniens, ce sont essentiellement des agents israéliens.
L'Iran ne veut pas discuter avec eux. Ils ne voient aucun intérêt parce qu'ils n'ont aucune compétence, disons, en matière de diplomatie. Ils n'ont pas cette approche diplomatique. Ils n'y connaissent rien. Ce sont en gros des hommes d'affaires. Et le genre d'accord qu'ils cherchent n'a rien à voir avec ce que l'Iran recherche. L'Iran cherche, l'Iran essaie de mettre en avant sa diplomatie pour négocier, pour conclure un accord avec les États-Unis. Ils ne sont pas là pour faire un deal avec des types, je sais pas, de New York. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas comme ça. Parce que regardez ce qui se passe avec le cas de l'Ukraine. Chaque jour, la situation empire. Qu'est-ce qu'ils ont obtenu jusqu'à présent dans le dossier ukrainien? Où sont les points positifs concernant ces deux personnes? Donc ça ne sert à rien de négocier avec Steve Witkoff et Jared Kushner. C'est ça, le fond du problème. Et leur expérience avec J.D. Vance a été un peu déroutante, parce qu'ils se demandaient, mais qui est J.D. Vance? Confusing because they're thinking, who's J.D. Vance? Is he gonna come in with the Est-ce qu'il va arriver avec une vision claire? Est-ce qu'il est prêt? Est-ce qu'il sait ce qu'il veut? Comment peut-il négocier s'il doit appeler Washington ou Israël à chaque étape de la discussion? Les Iraniens en ce moment ne voient pas vraiment de négociation. Parce que hier, on a appris qu'Arakchi avait quitté Islamabad. Hier encore, on a appris qu'il était arrivé à Mascate pour parler avec le gouvernement omanais, les responsables, le sultan d'Oman. Et ensuite, on a dit qu'il allait retourner à Islamabad, parce que je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Un message est arrivé, un nouveau message. Il voulait le récupérer, ou quelque chose comme ça. Mais aujourd'hui, on a appris qu'il n'allait plus s'y rendre. On pensait, enfin on supposait qu'il allait retourner à Islamabad. Eh bien non, ça n'aura pas lieu. Les dernières nouvelles disent clairement qu'il ne va pas aller à Islamabad. J'imagine donc qu'il va poursuivre son voyage un peu plus tard vers Moscou pour discuter avec Vladimir Poutine des derniers développements. Enfin, je ne sais pas si on peut vraiment parler de développement, disons, des dernières communications entre l'Iran et les États-Unis. Bref, la situation au Moyen-Orient devient de plus en plus compliquée, surtout avec le blocus iranien. Le blocus iranien devait être levé dès les premières heures du cessez-le-feu. 2 semaines de trêve, c'est ce que les États-Unis avaient annoncé. 2 semaines de cessez-le-feu. Ils avaient dit que les frontières allaient être ouvertes, qu'il n'y aurait plus de guerre entre Israël et le Liban. Mais aujourd'hui, pendant qu'on parle, les Israéliens attaquent le Liban avec des avions de chasse, avec tout ce qu'ils ont, pour démolir, pour détruire tout le sud du pays. Ils veulent transformer le sud du Liban en une nouvelle Gaza, en détruisant tout. Mais le Hezbollah, lui, ne recule pas et n'attaque pas non plus le nord d'Israël. Aujourd'hui, on a reçu des rapports de la région disant qu'ils frappent certaines cibles dans le nord d'Israël. En gros, ils affirment que tant qu'Israël restera dans le sud du Liban, ils ne laisseront personne revenir dans le nord d'Israël. C'est la position du Hezbollah en ce moment, et ils comptent bien continuer comme ça. Ils n'ont aucun problème avec cette situation. Je pense qu'aujourd'hui, Israël est à découvert. Israël est plus faible qu'il ne l'a été depuis des décennies. Ils ont lancé cette guerre pour, selon leurs mots, détruire la tête de la pieuvre, pour provoquer un changement de régime en Iran. Ils ont échoué. Et il y a 2 jours, le ministre israélien de la Défense a déclaré « Nous sommes prêts à attaquer l'Iran. Nous attendons simplement que les États-Unis nous donnent le feu vert pour le faire. » Quand puede Sans les États-Unis, Israël n'est rien, selon l'analyse iranienne, selon leur évaluation. D'après cette évaluation, Israël, aujourd'hui, n'a pas la capacité de se défendre seul. Ils peuvent utiliser leurs avions de chasse pour frapper au Liban, parce que le Liban n'a pas de système de défense aérienne. Ils n'ont pas de chars,
Ils n'ont pas ces armes sophistiquées qu'Israël possède, mais ils ont appris à combattre face à cet armement complexe, à cette technologie israélienne. En réalité, il n'est pas vraiment un armement israélien. Il vient essentiellement des États-Unis et des pays européens. Ils ont tout fait pour préparer Israël, pour l'armer, pour déstabiliser toute la région. Et chaque fois que vous entendez des Européens dire « Non, nous ne sommes pas impliqués, nous sommes contre ce qu'Israël fait dans le sud du Liban », en réalité, ils font tout. Ils ont toutes ces armes. Israël n'a pas la capacité d'en produire autant. Ils n'ont pas les moyens de fabriquer autant d'armes, de missiles ou d'intercepteurs. Tout cela vient essentiellement des États-Unis et une partie de certains pays européens. Donc, l'Europe fait partie de cette guerre. Elle ne peut pas rester en dehors. Ils peuvent bien tenir ce discours disant qu'ils ne soutiennent pas Israël. Mais franchement, qui y croit? Tout le monde voit ce que vous faites. Comment vous soutenez Israël dans ce genre d'attaque, qui vise en fait à faire la même chose dans le sud du Liban. Et ça n'arrivera pas. L'Iran ne va pas conclure d'accord, ou disons ne va pas s'entendre avec les États-Unis sans le Liban. Le Liban fait partie de tout ça. Le Liban est essentiel pour l'ensemble, pour l'axe de la résistance. Et personne ne peut l'ignorer. Ce n'est pas seulement une question d'Iran. C'est aussi la résistance irakienne. C'est la résistance yéménite, les Houthis et Sarla au Yémen. Tout est lié. Je pense que la situation en Syrie ne va pas rester comme elle est aujourd'hui. Israël n'est pas satisfait de ça. Israël veut, même Ben Gvir l'a dit, qu'on assassine Al-Jolani, Al-Shara, peu importe qui c'est, un ancien commandant du HTS, un coupeur de tête. Israël n'en veut pas. L'axe de la résistance n'en veut pas non plus. Donc, le seul pays qui le soutient aujourd'hui, c'est l'Arabie saoudite. En fait, il y a deux pays, l'Arabie saoudite et la Turquie. On entend aussi d'une certaine manière que les États-Unis veulent qu'il reste là-bas. Et en même temps, ils subissent une énorme pression d'Israël et du lobby israélien aux États-Unis, parce qu'ils ne veulent pas de lui. Ils veulent détruire la Syrie, d'une façon ou d'une autre. Regardez la Syrie aujourd'hui. Elle est perdue. Le pays est divisé en 5 régions. Et les Syriens le savent très bien. Ils savent qu'on pourrait encore diviser le territoire. Mais ils ne le peuvent pas. Avec le temps, le peuple syrien va devenir plus uni. Croyez-moi, c'est ce qui va arriver à la Syrie sur le long terme. Et peu importe ce qu'Israël essaie de faire dans le sud de la Syrie, sur le plateau du Golan. Même le commandant du HTS, le coupeur de tête, parle du fait qu'Israël n'a aucun droit d'occuper le plateau du Golan. Voilà le problème auquel Israël est confronté dans la région. Mais il se prépare à attaquer l'Iran. Qu'est-ce qu'ils ont, en réalité? Avant que cette guerre n'en arrive à une sorte de cessez-le-feu, et avant même que ce cessez-le-feu ne soit annoncé, Israël n'était pratiquement pas dans le jeu en Iran. La plupart des attaques contre l'Iran venaient des Américains, parce qu'Israël était tellement impliqué dans le sud du Liban. Ils ne l'ont pas. Ils ne peuvent rien faire. Ces soldats, ce sont des gamins, 16, 18 ans à peine, qui ont grandi avec des manettes de jeux vidéo. Et aujourd'hui, ils utilisent ces mêmes manettes pour frapper des gens avec des drones au Liban. Leur force aérienne est efficace, en gros, parce qu'ils tuent des gens depuis des décennies. Tant qu'il n'y aura pas de système de défense aérienne au Liban, ils continueront à tuer comme ça. Je pense que le Liban doit arriver à une forme d'entente. Au lieu de ce conflit qu'il essaye de créer entre le gouvernement libanais et le Hezbollah, il faut qu'il trouve un moyen d'obtenir ou de construire un système de défense aérienne, que ce soit sur place ou avec une aide extérieure. Ça finira par arriver. Et le jour où ça arrivera, ce sera la fin pour Israël.
Parce qu'ils ne peuvent pas simplement aller bombarder tout le sud du Liban, tu vois. On se dirige d'une certaine façon vers ce moment-là. Je ne sais pas combien de temps ça prendra, mais pour l'instant, ce que je dirais, c'est que le Hezbollah est capable, plus que capable, de défendre le Liban pour le moment. Parce qu'il ne s'agit pas seulement du sud du Liban, mais aussi du nord d'Israël, et de la manière dont ces deux zones vont s'influencer dans l'ensemble du jeu, dans la grande image du conflit israélo-libanais. Et le Liban va gagner ça. Israël n'ira pas au sol. S'ils y vont, avec leurs chars Merkava et tout ce qu'ils ont sur le terrain, ils seront détruits. Ils ne sont même pas comparables aux combattants du Hezbollah. Ils ne sont pas aussi bons. Hezbollah fighters, they're not that good. We've seen that so far. It's not just making some sort of claims without having the evidence. We know that. This is the facts on the ground. And getting back to the conflict in the Middle East, I think considering the case of Lebanon, considering the enriched uranium or Iranian right to enrich uranium on its territory, Iran is not going to let Lebanon alone. Iran is not going to, the enrichment of uranium going to continue on Iranian soil. They're not going to have any sort of agreement with the United States to put an end to the enrichment, to the program, Iranian enrichment program. And the Strait of Hormuz is gone. And the Strait of Hormuz, before this war started, many people, I was talking with many of our friends on this podcast. You may remember that. With Scott Ritter, with Professor Marandi. Avec Scott Ritter, avec le professeur Marandi, avec Larry Johnson, personne ne s'attendait à ce que le détroit d'Ormuz soit aussi important. C'est d'une certaine façon incroyablement crucial. Aujourd'hui même, je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé au Japon. Ils font venir un nouveau pétrolier des États-Unis à destination du Japon. C'est un navire chargé de pétrole. Et le simple fait que les médias japonais couvrent l'arrivée de ce pétrolier comme une information de dernière minute montre à quel point le Japon subit une pression énorme en ce moment à cause de la situation dans le détroit d'Ormuz. La Corée du Sud est dans la même position. En réalité, toute l'Asie de l'Est ressent, d'une manière ou d'une autre, les effets de ce qui se passe autour du détroit d'Ormuz. C'est l'économie mondiale sous pression. Beaucoup de gens essayent, vous savez, de comparer ce qui se passe avec la guerre en Iran à ce qui s'est passé avec la guerre du Vietnam. Mais ça n'a rien à voir. Économiquement, on n'y est pas du tout. Le détroit d'Ormuz joue un rôle essentiel. Il représente, ou du moins influence, environ 20 à 25% de l'énergie mondiale, 30% des engrais et aussi l'hélium. Tout cet hélium utilisé pour les IRM et d'autres applications. Ici au Brésil, on ressent déjà les effets. Le prix du gaz et du pétrole augmente. Je ne sais pas combien de temps Donald Trump pourra continuer avec ce blocus, qui au fond n'a pas vraiment de sens. Quand on regarde la réalité des navires qui entrent et sortent, les pétroliers continuent d'aller et venir dans le golfe Persique. Les États-Unis n'ont pas réussi à exercer une pression énorme sur l'économie. Ils exercent bien une pression, et l'économie le ressent. Parce qu'il faut se rappeler qu'elle fait face à ce genre de crise depuis très longtemps. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle dimension pour l'économie iranienne. Oui, mais ce n'est pas nouveau. La souffrance que ressent la population à cause de ces sanctions dure depuis des décennies. Le gouvernement, lui, est passé maître dans l'art de trouver des solutions à ces problèmes. C'est vraiment son domaine. Jusqu'à présent, il semble qu'au mieux, ils aient réussi à éviter ce trafic de navires vers les ports iraniens, à hauteur de 5 ou 6%, pas plus. Parce que les États-Unis ont leurs limites quand il s'agit de faire pression sur l'Iran. Ils ne vont pas, vous savez, intercepter chacun de ces pétroliers. Chacun est aussi grand qu'un porte-avions.
Alors imaginez un peu, comment voulez-vous en capturer un et le garder quelque part dans la mer d'Arabie? Et combien de temps peuvent-ils continuer ce genre d'opération? Est-ce que c'est vraiment tenable? L'Iran le sait très bien. Ce n'est pas durable pour les États-Unis. Les États-Unis sont là pour imposer un blocus, pour faire pression sur l'Iran, mais ils n'appartiennent pas à la région. L'Iran agit dans le détroit d'Ormuz, tout près. Vous savez, c'est son territoire. L'Iran est là, c'est sa géographie. Ce n'est pas comme si l'Iran allait, je ne sais pas, près du golfe du Mexique pour faire quelque chose contre les États-Unis. C'est tout simplement absurde. Même la plus grande marine du monde n'a pas réussi à faire ça. Ils n'ont pas pu rouvrir le détroit d'Ormuz. Il faut s'en souvenir. Et pendant qu'on parle d'envoyer encore plus d'armes dans la région, regardez ce qui se passe. On a 3 porte-avions sur place, énormément d'armes, énormément de troupes. On avait 60 000 soldats dans la région, et les 10 000 nouveaux sont en route, ou peut-être déjà arrivés. Ils sont arrivés. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus? Qu'est-ce que les États-Unis vont pouvoir faire contre l'Iran? De nouvelles attaques? Allez-y. Ça fait, je crois, 3 ou 4 jours qu'en Iran, on entend sans arrêt des alertes, des infos de dernière minute. Les systèmes de défense aérienne sont actifs. Ils tirent sur quelque chose, je ne sais pas, peut-être des drones qui approchent. Et le système de défense aérienne, non, en fait, ils le testent, parce que ce système est plus performant que jamais. Ils sont prêts. Et vous vous souvenez, dans les derniers jours de la première phase de la guerre, juste avant le cessez-le-feu, l'Iran avait réussi à toucher des avions de chasse américains. Et depuis, leur système ne cesse de s'améliorer. Le temps joue en faveur de l'Iran. Ce n'est pas seulement une question des États-Unis qui renforcent leur présence militaire en Asie de l'Ouest, c'est aussi que l'Iran se prépare. Et c'est considérable. Quand on regarde ce qui s'est passé en 40 jours, c'était une véritable académie pour l'armée iranienne, pour les gardiens de la révolution. Ils ont énormément appris. L'expérience acquise est immense. Comment coopérer, comment intégrer l'ensemble. Les avions de chasse, avec les systèmes de défense aérienne, différents types de systèmes, à la fois ceux produits localement et ceux venus d'autres pays que l'Iran utilise. Je pense que tout cela faisait partie, en quelque sorte, d'un processus d'apprentissage pour les Iraniens pendant cette guerre. Et la situation s'améliore avec le temps. Votre propre position ne se dégrade pas. Vous savez, d'un autre côté, ce qui est important pour les États-Unis, malgré le fait qu'ils aient, comme le dit Donald Trump, cette immense armada au Moyen-Orient, c'est que quand on regarde les chiffres, les mathématiques de ce qui se passe, c'est ça qui compte. Les chiffres sont réels, ce ne sont pas de faux chiffres. Et c'est la réalité sur le terrain. Est-ce que les États-Unis sont capables de poursuivre cette guerre? Combien de temps vont-ils la continuer? En 40 jours, ils ont déjà épuisé au moins la moitié de leur stock. Au minimum. Et beaucoup de gens, comme notre ami Larry Johnson l'a dit, pensent que c'est plus de 80 voire 90%. La situation est vraiment critique. Et il faudra au moins 6 ans pour qu'ils retrouvent simplement le niveau d'avant le début de cette guerre. Les États-Unis sont-ils prêts à aller jusque-là? Je dirais que si eux vont aussi loin, la Chine a, comme on l'a évoqué, la meilleure occasion de mettre fin au conflit qu'elle a avec Taïwan. Il y a des échanges en cours entre la Chine et Taïwan. Le chef de l'opposition taïwanaise est en Chine pour parler avec Xi. Je pense que Xi comprend parfaitement ce dont Xi Jinping parle. Et Xi le sait, je parle des Taïwanais. Xi sait que si les États-Unis ne sont pas capables de défendre les pays du Golfe, ils ne pourront pas défendre Taïwan, tout simplement.
Ils n'ont aucune base à Taïwan. Ils ont envoyé beaucoup d'armes. Oui, mais que représentent vraiment ces armes? Et Taïwan, après tout, c'est une île. Pour la Chine, ça ne représente pas grand-chose. Regardez l'armée chinoise. Regardez les capacités de la Chine. Pour eux, c'est insignifiant. Taïwan devrait, je pense, s'ils sont assez lucides pour comprendre ce qui se passe en Asie de l'Ouest, en tirer une grande leçon. Regardez ce qui s'est passé en Ukraine, puis le cas de l'Iran, et ensuite, regardez Taïwan. Taïwan devrait en tirer les conclusions. Ils doivent faire avec la Chine. Voilà comment ça fonctionne. Et la guerre, si on part du principe que les gens comprennent ce qui se passe en Ukraine, puis au Moyen-Orient, qui fournit tous ces missiles, ces intercepteurs, ces systèmes de défense aérienne, qui est derrière tout ça, derrière la guerre en Ukraine? C'est les États-Unis. L'Europe, elle n'a rien à offrir à l'Ukraine. Tout repose sur les États-Unis et sur la puissance de leur complexe militaro-industriel. Alors, à quel point sont-ils capables? En réalité, la guerre au Moyen-Orient, entre l'Iran et les États-Unis, a mis un terme à la fourniture d'armes, de missiles, de systèmes de défense aérienne et d'intercepteurs que les États-Unis envoyaient au gouvernement et à l'armée ukrainienne. Alors, Zelensky est sorti en disant « Nous avons besoin de notre propre complexe militaro-industriel ». Il expliquait « Il se considère comme un pays européen. Il n'est pas membre de l'Union européenne, mais il se sent européen aujourd'hui. Et il veut créer une sorte de complexe militaro-industriel en Europe, capable de produire, je ne sais pas, peut-être des intercepteurs pour les systèmes Patriot ou pour les systèmes THAAD, par exemple. Ils doivent développer leur propre système de défense aérienne, ainsi que les missiles qu'ils pourront fabriquer eux-mêmes. Mais ça va prendre énormément de temps. C'est un processus long, très long. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Et honnêtement, je ne vois pas comment l'Ukraine pourrait survivre à ce qui se passe en ce moment. Ukraine surviving what's going on right now. And just imagine what has happened with the case of Nord Stream pipeline and the arm production in Europe. Without energy, they're not going to be able to produce arms. This is a simple fact that they have to understand it. Who's going to provide them with energy? Russia? Russia is not there anymore. Nord Stream pipeline is not working anymore. They did that to themselves. The German government did that to itself. So who else is able? The United States? Yes, the United States. Les États-Unis ont essayé de leur fournir de l'énergie, mais ce sera 3, voire 5 fois plus cher que le prix que la Russie leur proposait avant la guerre, ou même pendant la guerre. Russia offered them before the war started, or even during the war. And this is the crisis in Europe. Et c'est ça, la crise en Europe. Ce n'est pas seulement une question de production d'armes ou d'entreprises du complexe militaro-industriel. C'est une question d'énergie. L'énergie n'est pas là. Et sans énergie, on ne peut pas produire d'armes, ni soutenir l'Ukraine pour continuer la guerre contre la Russie. La Russie, elle, l'a bien compris. Et si on revient au Moyen-Orient, en fait, ce qui s'est passé en Ukraine a été l'une des principales causes de la consommation de munitions américaines. Donc les États-Unis, après 4 ans de conflit en Ukraine, arrivent au Moyen-Orient en pensant, en gros, que ce sera une opération de courte durée, une opération de 4 jours. Ils vont faire un changement de régime. Et ça va être grand et même beau, pas seulement pour les États-Unis, mais surtout pour l'objectif principal, qu'Israël gagne tout le Moyen-Orient et qu'à ce moment-là, l'Iran soit écarté. Si l'Iran est hors jeu, qui pourra s'opposer à Israël? Qui pourra dire quoi que ce soit contre Israël? L'Arabie saoudite? Le gouvernement saoudien? Le Qatar peut-être? Ou le Koweït? Personne ne pourra le faire. Et vous savez, on vient d'apprendre que le gouvernement israélien, avant même le début de cette guerre, avait envoyé son système de défense aérienne, le Dôme de fer, aux Émirats arabes unis,
avec des soldats israéliens sur place pour le faire fonctionner. C'est énorme qu'un pays du CCG reçoive des soldats israéliens et un système de défense aérienne pour protéger les Émirats arabes unis. United Arab Emirates. Beaucoup de gens se demandent pourquoi l'Iran attaque davantage les Émirats arabes unis qu'il ne frappe Israël. C'est la réalité. Oui, c'est la réalité. C'est pour ça que l'Iran a attaqué les Émirats. Ils ont reçu plus de missiles, plus de drones, plus d'attaques de la part de l'Iran qu'Israël n'en a reçu. Donc en fait, comme on l'a déjà dit, il n'y a pas vraiment de différence entre le gouvernement des Émirats arabes unis et celui d'Israël. Aux yeux des Iraniens, c'est à peu près la même chose. Est-ce qu'il y a une différence avec d'autres pays? Je parle surtout du Qatar et de l'Arabie saoudite. Il semble que l'Arabie saoudite commence à comprendre, à saisir la réalité de la région. Ils savent que si les États-Unis n'ont pas pu les défendre cette fois-ci, ils ne pourront pas le faire de sitôt, en tout cas. Et s'ils veulent envoyer des armes ou du matériel, ils devront passer en gros par l'un des principaux points de passage vers l'Arabie saoudite, le Qatar ou les Émirats arabes unis. Ce sera le détroit d'Ormuz. Aucun navire militaire, aucun destroyer, aucun porte-avions, quel qu'il soit, ne pourra traverser le détroit d'Ormuz. C'est la fin de ce type d'opération dans le détroit d'Ormuz et dans le golfe Persique. Ils n'y arriveront pas en passant par le détroit d'Ormuz. Et si au final, ils trouvent un accord, ce sera uniquement pour les navires commerciaux. Il ne s'agit pas de navires militaires. Donc, ça fait partie de l'équation du côté iranien. Et l'autre point que Donald Trump voulait souligner, c'est que la direction iranienne serait divisée. Pourquoi parle-t-il de cette façon? Parce qu'ils reçoivent, d'une manière ou d'une autre, certaines informations venant d'Iran. Je ne sais pas qui leur fournit ces informations, selon lesquelles la direction iranienne serait fracturée. Une partie du gouvernement voudrait conclure un accord avec les États-Unis et une autre partie ne veut pas aller aussi loin, ne veut pas discuter avec les États-Unis. C'est de la pure fantaisie. Vous savez, moi aussi, je parle avec ma femme, on a parfois des désaccords, mais au bout du compte, on finit par se comprendre. C'est comme ça que ça fonctionne. Je ne vois pas en quoi il est si difficile pour l'administration Trump de comprendre ce qui se passe en Iran. Il peut y avoir quelques désaccords tactiques, mais la stratégie, elle, ne change pas. La stratégie reste la même. S'il y a de petites divergences, c'est sur la tactique, pas sur la stratégie. La stratégie iranienne, elle est solide. Ils le savent. C'est pour ça que la délégation iranienne, qui s'est rendue à Islamabad sous la direction du président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Kalibaf. Kalibaf, c'est le président du Parlement en Iran, ce qu'on appelle le speaker, est allé là-bas avec une totale liberté pour discuter avec les Américains. Ils étaient prêts à tout. Tactiquement, stratégiquement, vous savez, avec la question du droit, avec la question des enjeux géopolitiques, tous les aspects étaient là. Les questions économiques aussi, tout y était. Une énorme délégation, ils y sont allés, ils étaient prêts à le faire. Est-ce que c'est un signe de fracture au sein de la direction iranienne? Non, ce n'en est pas un. Ils sont unis. L'unité grandit chez les Iraniens, entre les Iraniens. Et imaginons que les États-Unis, dans le pire des cas, poursuivent leurs attaques contre l'Iran. Quels seraient les objectifs? Qu'est-ce qu'on sait de ces cibles? Pour essayer de prévoir ce qui pourrait se passer, il faut regarder le passé, les 40 derniers jours. Qu'ont-ils fait? Ont-ils réussi à détruire les capacités iraniennes de produire des missiles, des drones, ou quoi que ce soit de ce genre, ou des systèmes de défense aérienne? Non. They were not able to hit
Ils n'ont pas réussi à frapper les cibles stratégiques en Iran. Alors, par désespoir, les États-Unis ont commencé à attaquer des hôpitaux, des écoles, des commissariats dans les villes. Oui, des commissariats. Ils n'ont rien à voir là-dedans. Un commissariat, ce n'est pas une base militaire. Voilà le niveau de destruction qu'ils visent. Donald Trump parle des ponts, des centrales électriques, mais on sait très bien que s'ils vont jusque-là, l'Iran détruira tous les pays du Golfe avec Israël. Et tout le monde sait à quel point ces pays, avec Israël, dépendent de l'énergie et à quel point ils sont vulnérables face aux missiles et aux drones iraniens. L'Iran peut les frapper facilement. Et justement hier, un reportage de CBS News montrait à quel point l'Iran a déjà détruit des bases américaines dans les pays du Golfe. Il n'y a plus rien là-bas. Plus rien du tout. Les radars ont disparu. Des milliards et des milliards de dollars sont partis, rien que dans les premiers jours de la guerre. Dès la première semaine, l'Iran a tout détruit dans ces pays. Israël n'est pas dans une meilleure situation aujourd'hui. Leurs radars ont été détruits eux aussi. C'est pour ça que le Hezbollah a pu frapper des cibles dans le sud d'Israël et aussi dans le centre du pays. En ce moment même, ils se concentrent surtout sur le nord d'Israël, parce qu'Israël est présent et le sud du Liban. Ils ont voulu envoyer un message au gouvernement israélien. Ce n'est pas une question de notre population, du peuple libanais, des habitants du sud du Liban. Les Israéliens n'attaquent pas seulement la population chiite. Ils s'en prennent aussi aux chrétiens du sud du Liban. Hier ou avant-hier, on a vu des villages détruits par des bulldozers israéliens. Et ce sont, pour la plupart, des villages chrétiens. Ils détruisent les panneaux solaires, tout ça. Est-ce que c'est le Hezbollah? Non, ce n'est pas le Hezbollah. La guerre, ce n'est pas entre le Hezbollah et Israël. La guerre, c'est entre le Liban et Israël. Le gouvernement libanais essaie d'ignorer cette réalité. Combien de temps pourront-ils continuer comme ça? Je n'en sais rien, mais ils vont s'effondrer. S'ils continuent avec cette attitude, ils vont s'effondrer. Tôt ou tard, les Libanais vont comprendre qu'ils n'ont pas besoin d'un tel gouvernement. Avant, ils ne l'avaient pas, et ils étaient bien mieux qu'aujourd'hui. Mais c'est qui, ce gouvernement? Quelle est son importance, au juste? En réalité, il parle ou il passe des accords, ou il communique d'une manière ou d'une autre avec les États-Unis et Israël, en coulisses, pour nuire au peuple libanais. Rien. Jusqu'à présent, ils n'ont rien fait pour protéger les Libanais. Ils n'ont pas d'armée. Ils ne l'ont pas. C'est pour ça que le Hezbollah est important pour le Liban. That's why Hezbollah is important for Lebanon. Whoever is talking about Lebanon without Hezbollah. Quiconque parle du Liban sans parler du Hezbollah, franchement, il ne comprend pas la réalité de ce qui se passe là-bas. Et la situation en Iran, ce sera la même chose. Je dirais que Donald Trump est désespéré en ce moment. Il a besoin d'une porte de sortie, d'un moyen de s'en sortir. Il en a vraiment besoin. Et l'Iran comprend parfaitement ce qui se passe avec Donald Trump. Ils ne vont pas l'aider. C'est ça, la triste réalité pour lui. L'Iran ne va pas lui tendre la main. Et la façon dont il s'enfonce, l'Iran va rendre les choses encore plus difficiles pour Donald Trump. Il n'a pas d'autre issue. Les élections de mi-mandat approchent et les gens ne sont pas contents de la guerre. Ils ne veulent pas de cette guerre. Personne ne voulait de cette guerre. L'Iran ne voulait pas de cette guerre. L'Iran a tout fait. L'Iran a négocié avec Donald Trump. Imaginez un peu ce qui s'est passé. Ils étaient en train de négocier avec les Iraniens et ils ont lancé une attaque surprise contre l'Iran. Ils ont assassiné des commandants en Iran. Regardez ce que Donald Trump a fait depuis le premier jour. Regardez comment Israël se comporte depuis que Donald Trump est arrivé au pouvoir aux États-Unis. Ils ne voient plus aucune ligne rouge aujourd'hui. Ils font exactement ce qu'ils veulent. Ils ont entraîné les États-Unis dans cette guerre.
Ils ont convaincu le président américain en lui disant « Tu vas y aller, ça va mal se passer. Mais ce sera rapide. Une opération de 4 jours. » Tu vas t'en sortir. Tu vas devenir plus grand, plus important, plus dominant. La domination des États-Unis allait croître encore plus vite. Ils avaient l'exemple du Venezuela. Ils pensaient que si l'Iran entrait en jeu, ce serait énorme pour les États-Unis. Regardez l'énergie, regardez les ressources de l'Iran, les ressources naturelles de l'Iran. Regardez l'importance du détroit d'Ormuz. Imaginez un instant, si les États-Unis avaient réussi à obtenir ce qu'ils avaient en tête, ce que Benjamin Netanyahou, quelle que soit l'illusion qu'il a créée, pour pousser Donald Trump à déclencher cette guerre. Tout ça, c'est fini maintenant. Et Donald Trump est en train de sombrer. Vous savez ce qui m'étonne le plus? C'est qu'en déclinant, il ne renonce pas à soutenir Benjamin Netanyahou. C'est vraiment incroyable quand on voit ce qui se passe. Looking at what's going on. Et je pense que la porte de sortie pour Donald Trump, pour les États-Unis, ce serait de voir comment ils peuvent nourrir les grands médias, en gros Fox News, et vous savez, ces chaînes proches de l'administration. Ils peuvent leur fournir de fausses informations. Comme hier, quand il a dit que Donald Trump avait annulé le voyage de Steve Witkoff. Vous savez, ce déplacement de Steve Witkoff avec Jared Kushner à Islamabad, parce qu'il ne voyait aucun résultat positif pour les États-Unis. Non, non. En réalité, ils essayaient de manipuler la situation. Ils suppliaient pour obtenir cette rencontre. L'Iran a dit non, qu'il n'y aurait pas de réunion, qu'il n'y avait aucun terrain d'entente, aucune raison valable d'avoir cette rencontre. Donc, il peut faire la même chose. Et je crois qu'il en sera capable. I believe he's going to be able. This is the offer for Donald Trump. I offer him. Voici ce que je propose à Donald Trump. Je lui dis, si tu veux aller jusqu'au bout, vas-y. Continue, nourris Fox News comme tu l'as fait jusqu'à présent. Ils sont plus que prêts à le faire pour toi. Parce que cette nouvelle phase de guerre ne va pas t'aider. Ça va empirer. Rien ne va s'améliorer. Et dès qu'on mettra fin à cette guerre, ce sera mieux pour tout le monde, je dirais. Pour l'humanité. On n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de cette guerre. On n'avait pas besoin de cette guerre. C'est une guerre choisie par Donald Trump. Une guerre d'agression qui tue des civils iraniens. Les mêmes personnes qu'il disait vouloir libérer avant que la guerre ne commence. Et il en a tué beaucoup, pendant 40 jours. Beaucoup. Voilà la réalité pour le peuple iranien. Mais l'autre réalité pour le peuple iranien, c'est qu'il sait que la seule façon de sortir de cette guerre, c'est sur le champ de bataille. Ils le ressentent vraiment comme ça. Ils se disent, on va mener cette guerre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et ils savent très bien ce que cela veut dire. Ils ont tout en tête, comme ils l'avaient déjà pour cette guerre. La guerre a commencé. L'Iran avait sa stratégie. L'Iran n'est pas entré dans cette guerre par surprise. Ce n'était pas une attaque inattendue, pas pour cette deuxième phase du conflit. L'Iran a appris. Ça a été un processus d'apprentissage pour lui, en juin 2025, quand la guerre a éclaté, lors de cette attaque surprise. C'était, d'une certaine manière, une surprise pour les Iraniens, et ils ont beaucoup appris pendant ces 12 jours de guerre. Puis, en arrivant à cette deuxième phase, ces 40 jours de guerre, ils étaient plus que prêts. Leur stratégie, ils l'ont revue, ils ont tout réintroduit, tout réajusté. Leur tactique, oui, mais la stratégie, elle reste en arrière-plan. La stratégie est là. Ils n'ont pas changé de stratégie. Ce sont les tactiques qui évoluent. Ils adaptent leurs tactiques avec les systèmes de défense aérienne, avec les avions de chasse. Vous savez, ce qui est vraiment étonnant, c'est que dans les reportages d'hier sur CBS News, à propos de la destruction, ou plutôt de la manière dont l'Iran a détruit les bases américaines dans les pays du Golfe, ils ont dit que l'Iran avait utilisé des F-5 pour ses opérations. Avant ça, on parlait de Su-24. Ils disaient que l'Iran avait utilisé des Su-24 dans ses opérations.
Mais il semble que cette fois, l'Iran ait utilisé des F-5 pour détruire en gros ce qui se trouvait apparemment au Koweït sur les pistes aériennes. Tu sais ce qui est drôle? Le système de défense aérienne du Koweït a réussi à toucher des avions de chasse américains, mais pas des F-5, qui datent des années 70. Ces avions ont été construits en 1959, si je ne me trompe pas. 1959. Imagine un peu à quel point ces avions sont vieux. Et l'Iran continue de les faire voler. Franchement, ils sont passés maîtres dans l'art de les entretenir, de les maintenir en état, parce que c'est une mission énorme pour eux. Les avions de chasse américains sont très complexes. Après la Révolution, l'Iran a eu énormément de mal à en obtenir, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas produit leurs propres avions de chasse. Au lieu d'envoyer des avions de chasse, ils ont visé les drones et les missiles. Et ça, c'est le nouveau visage de la guerre. C'est la nouvelle génération de conflits, un nouveau niveau de guerre. Ce n'est pas comme la Seconde Guerre mondiale, c'est autre chose. Avec les drones et les missiles, on s'attaque directement au système de défense aérienne. Et ce qui se passe, à mon avis, c'est que l'Iran se prépare à la guerre. Je parle en observant ce qui se passe avec l'armée iranienne, les gardiens de la révolution, et la manière dont ils répondent non. Ils ont dit non à ce genre de préconditions ou à ce que les États-Unis essayent d'imposer. Il y avait un plan en 10 points et ils sont allés à Islamabad pour dire non, aucun de ces points n'a de sens pour nous. Et si c'est comme ça, eh bien personne n'est prêt à discuter avec vous. C'est aussi simple que ça. Et en gros, ils sont confiants. Les gardiens de la Révolution, avec l'armée, ils sont persuadés qu'ils peuvent battre les États-Unis sur le champ de bataille. Et pour eux, il n'y a aucune raison de négocier sur de faux prétextes imposés par Washington. C'est les États-Unis qui en ont besoin. C'est Donald Trump qui en a besoin. Il peut le faire. C'est lui qui a déclenché cette guerre, une guerre de choix. Il peut changer le ton. Il peut nourrir les grands médias comme il veut, dire j'ai gagné cette guerre, et s'en sortir. C'est sa porte de sortie. Et cette porte de sortie, elle n'est pas en Iran. Elle est aux États-Unis. Elle est entre les mains de Donald Trump. Elle dépend de la façon dont il veut présenter les choses à Fox News. Voilà, c'est ça, la porte de sortie pour Donald Trump. J'ai essayé d'expliquer la logique iranienne et ce qui se passe au Moyen-Orient. Je pense qu'on va encore avoir droit à cette opération sous faux drapeau contre Donald Trump. Je ne sais pas ce qu'ils vont inventer, ni comment ils vont présenter ce type, ce professeur. Il a 31 ans et ils vont lui coller quelque chose dessus. Mais à mon avis, ce n'était rien de grave. C'est une énorme opération de propagande pour sa nouvelle construction, sa salle de réception. Et c'est bien un faux drapeau, comme on l'a déjà vu jusqu'ici. On va voir ce qui va se passer. Merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. J'ai essayé de faire de mon mieux pour expliquer ce que je ressens. Je vois ce qui se passe. Je vois la réalité, les faits sur le terrain en Iran et ce dont ils parlent. Parce qu'il faut bien comprendre qu'une partie de ce conflit concerne l'Iran, comme on l'a vu avec le cas de la Russie. Chaque fois que Donald Trump fait une nouvelle déclaration, quelque chose de surprenant, il faut qu'on comprenne, qu'on regarde ce que disent les Iraniens. Parce qu'en réalité, ils parlent franchement. Ils n'ont pas besoin d'inventer des mensonges pour créer une nouvelle rhétorique. Ils n'en ont pas besoin, tout comme la Russie n'en avait pas besoin pendant la guerre en Ukraine. Ils disent voilà les conditions, voilà les préconditions, voilà la base des négociations. Et nous allons négocier. L'Iran a la même approche. Il ne change pas de discours tous les jours, toutes les minutes, en sortant de nouvelles formules. Ils n'en ont pas besoin. Je pense que Donald Trump connaît la sortie de cette situation mieux que quiconque, comme je l'ai déjà dit. Merci beaucoup.